Bien, alors l'évaluation. L'évaluation, c'est vraiment un sujet qui nous parle tous et toutes, et parce qu'on a tous et toutes une relation très particulière avec l'évaluation. Les souvenirs sont rarement bons. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ils n'ont pas été forcément terribles. Et, et cette crainte de l'évaluation perdure toujours. Est-ce que ce que je donne à voir est valable? Est-ce que, est-ce que ce que je propose tient la route, en fait? Et au final, est-ce que moi, je tiens la route? Et c'est vraiment, on est tous et toutes confrontés à l'évaluation. Et euh, on le voit, hein, le terme d'évaluation, les évaluations, que ce soit les évaluations nationales, les évaluations d'établissement, les entretiens de carrière, on renvoie tous et toutes à ce temps d'évaluation qui génère, allez, au bas mot, une légère inquiétude, mais jusqu'à nous renvoyer cette chair de poule. J'ai une jeune enfant qui un jour m'a dit, oui, c'est de la chure de poule qu'on a sur les bras. Bon, en tout cas, une crainte en tant qu'adulte. Pourquoi? Parce que on vit l'évaluation davantage comme un jugement de notre qualité d'être, au final, plus qu'une valorisation de notre potentiel et de notre aptitude à progresser. Alors, pourquoi cette peur de l'évaluation? Et pourquoi on a encore peur aujourd'hui, nous adultes, moi le premier, je peux dire, mais là, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, comment ça va être reçu? Comment ça va être euh, évalué? Ma prestation, comment va-t-elle être évaluée? D'où l'idée que cette évaluation, ben voilà, ça t'aide si je te dis que c'est nul, ben je sais pas, faudrait peut-être développer. Effectivement, développons l'évaluation. Pourquoi l'évaluation nous fait à ce point peur, encore nous aujourd'hui, en tant qu'adultes et en tant qu'ancienne enfant et ancienne élève. Bon, peut-être que c'est aussi une question effectivement de parcours de vie, certes, éducatif, mais une chose est certaine, c'est que toutes, vous, moi, nous sommes passés par l'école. Et ce n'est pas habituel de ma part, mais je vais commencer par des tableaux de chiffres. Des tableaux de chiffres sur l'enquête Pearls de 2016 sur un élément, c'est celui de l'absence de réponse. Et effectivement, au niveau de la France, le taux d'absence de réponse de nos élèves est supérieur à nos voisins européens, à part la Belgique. Qui nous fait dire, et ça je crois que vous l'avez entendu de nombreuses fois, qu'un enfant français, un élève français, plutôt que de dire une erreur, préférera ne pas participer. Donc l'impact effectivement de cette difficulté à pouvoir oser participer, de peur de se tromper, elle est vraiment tangible. Ça pourrait être un premier élément d'explication. Nos enfants, nos élèves français, par peur de se tromper, préféreront ne pas participer. D'où la question de l'évaluation à la française. Ça, c'est un premier élément. Et je vais aller interroger maintenant du côté des adultes. L'enquête Thalys de 2018 sur la connaissance des pratiques enseignantes, elle, elle est peu évoquée, mais pourtant elle renvoie, et c'est sur la base du déclaratif, du côté des enseignants, et notamment des enseignants français, cette idée que, par exemple, le sentiment d'efficacité personnelle des enseignants. 33% des enseignants français se déclarent suffisamment compétents pour aider les élèves à valoriser le fait d'apprendre. On est à 15% sur motiver les élèves qui s'intéressent peu au travail scolaire. On est à 12% qui se déclarent compétents à utiliser différentes modalités d'évaluation. Alors qu'on regarde nos voisins, notamment anglais, leur sentiment de compétence est beaucoup plus affirmé que le nôtre. Donc qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Cette idée clairement que manifestement, l'évaluation, ça sert à faire peur aux élèves, ça sert à faire peur aux enfants,
Ça, c'est un jeune enfant qui m'avait sorti cet élément un jour, d'où l'enjeu de réflexion sur cette évaluation, comment on peut faire pour définitivement euh, revenir à l'essence même de ce qu'est l'évaluation. Si je reviens à la définition à partir du terme latin valere, c'est-à-dire que l'évaluation, ça sert à donner de la valeur, ça sert à valoriser, ça sert surtout à extraire en fait notre sentiment de compétence. Le problème, c'est qu'on vit au niveau de la France dans cette évaluation vécue comme un acte de sanction, davantage que comme un acte de valorisation. À un instant T, c'est-à-dire ce couperet qui mesure à un instant T la performance de l'élève. Et avec différentes modalités, ça va de la note chiffrée au classement, parfois à la moyenne de classe, aux différents points de couleur, aux smileys, jusqu'aux arbres de réussite ou même aux classes sans notes. Il y a plein d'expériences, effectivement, autour de cette évaluation qui nous permet de re-questionner notre pratique de l'évaluation et qui tend à aller vers deux composantes, c'est-à-dire à la fois valoriser les réussites pour mieux après pointer ce qui va moins bien et surtout mettre en avant le progrès. Est-ce que nos évaluations, notre manière d'évaluer, mobilisent ces deux dimensions que sont la réussite d'un côté et les progrès de l'autre? Tout ça pour affirmer très clairement le fait que l'évaluation est pleinement en lien avec ce sentiment d'accomplissement personnel et ce sentiment premier de compétence. Est-ce que je suis compétent? D'où l'idée, effectivement, c'est que à nous de choisir, puisque enseigner, c'est choisir. Euh, Faisons le choix, faisons le pari d'une évaluation qui permette justement de matérialiser ces deux composantes que sont la réussite et le progrès, et cette idée d'une évaluation qui va constituer, parce qu'il constitue, qu'on le veuille ou non, ce miroir de notre sentiment de compétence. On évalue par compétence. Vous l'entendez partout, cette évaluation par compétence, par des livrets de compétences. Oui, mais alors évaluer par compétence, est-ce qu'on est aussi clair que ça? Et si justement le problème de l'évaluation valorisante ne venait pas du fait qu'à la fois on nous demande d'évaluer par compétence, mais, le problème c'est que la compétence en elle-même, ben, par essence c'est large, et donc par essence ça ne s'évalue pas. Ça ne peut pas s'évaluer. Donc la question est, ben, quel est l'intérêt d'une approche par compétence? Comment faire en sorte justement d'évaluer par compétence, mais que cette évaluation par compétence réponde véritablement à ces deux composantes que sont la réussite d'un côté et le progrès de l'autre. D'où les expériences que moi j'ai pu mener sur revenir à l'excellence des choses simples, re-questionner les évidences, alors de manière la plus ou moins pertinente, parce que je répète, nos enfants n'ont pas oublié cette impertinence. Peut-être que nous, on l'a oublié, mais derrière cette impertinence positive, c'est aller re-questionner justement ces évidences, aller re-questionner ces habitudes, cet homo habitus pedagogicus qui sommeille en permanence en nous, et donc justement faire ce pas de côté et se dire, mais évaluer par compétence, d'accord? Oui, mais comment? Est-ce qu'on est au clair avec la compétence, justement? Est-ce qu'on est véritablement au clair avec ce que nous dit la compétence? Bon, je fais écho à des termes qui existent, hein, mais est-ce que c'est si sorcier ou est-ce que ce n'est pas sorcier de comprendre ce qu'est véritablement une compétence? Je crois qu'on n'est pas très au clair en France avec le terme même de compétence, parce que en soi, une compétence, euh, on vous parle, on vous demande de proposer des progressions de compétences.
Or, une compétence, par essence, c'est large, effectivement. Donc, il faut pouvoir objectiver la compétence. Or, les progressions qu'on propose, moi, que je trouve, que je vois de ci, de là, ne sont jamais véritablement des progressions. C'est au mieux une succession d'objectifs, ou sinon une succession de thèmes qui on inscrit plus ou moins dans une progression de compétences, dans une compétence, mais en fait, c'est un joyeux mélange entre compétences, objectifs, connaissances. D'ailleurs, dans les programmes, vous regarderez, il y a compétences, compétences et connaissances. On n'est pas très au clair avec le terme même de compétence. Or, si on revient à la définition européenne de ce qu'est une compétence, c'est un ensemble de connaissances, de capacités et d'attitudes. D'où l'idée, c'est que la compétence est effectivement large. L'enjeu, c'est d'objectiver cette compétence. Or, objectiver une compétence, c'est le sens même d'une progression. Je vous présente là ici une progression. Alors, à partir d'une compétence qui est étudier un document. La compétence, effectivement, en elle-même, elle est large, étudier un document. Comment je vais évaluer la capacité d'un enfant à étudier un document? Sauf à objectiver, effectivement, la compétence en la déclinant en objectif opérationnel. Euh, donc, comprendre le sens général d'un document, alors certains vont dire une sous-compétence, ou certains un objectif large. L'enjeu, de toute façon, c'est qu'on ne peut pas évaluer de manière large. Il faut pouvoir objectiver les choses. Donc, l'enjeu d'une progression, c'est de pouvoir objectiver les étapes clés d'une compétence. Donc ici, pour comprendre le sens général d'un document, comment j'aide un enfant à comprendre le sens général d'un document, je vais poser des objectifs clairs, simples, uniques et limités dans le temps. Et un des enjeux fondamentaux, c'est qu'effectivement, la difficulté première de tout enseignant, et j'en fais partie, donc je ne suis pas éloigné de vos pratiques, c'est notre difficulté à poser un objectif clair, simple, explicite et limité dans le temps. Ça nous paraît simple de poser un objectif simple. Et on se rend compte qu'en fait, ce qui est simple se révéler parfois éminemment compliqué. Donc l'enjeu d'une progression, c'est effectivement, comme je le disais, un ou des objectifs. Et si on veut évaluer de manière efficiente des élèves, il faut déjà être au clair avec des objectifs et être au clair avec une compétence. Je vous donne un autre exemple. Vous voyez ici une situation d'évaluation en CE2. Si vous regardez les compétences évaluées en tableau préliminaire qui indique donc les compétences qui sont travaillées et donc évaluées, on a calculé mentalement des additions ou soustractions, poser une addition ou une soustraction, effectuer une addition en colonne. La question est-ce que ce sont des compétences? Et là, il n'y a rien à inventer. Euh, allons voir les programmes, puisqu'ils indiquent effectivement des compétences. Et en termes de compétences, calculer mentalement des additions ou soustractions, là, on n'est non pas sur une compétence, mais on est plutôt sur un objectif, et là qui reste général, mais calculer mentalement des additions est un objectif. Donc, en début de séance, aujourd'hui les enfants, on va apprendre à calculer mentalement une addition, des additions. Et c'est là-dessus que je vais pouvoir évaluer les élèves. Donc vous voyez déjà cette confusion objectif, compétence, connaissance, compétence. Ça, c'est le premier élément à lever pour pouvoir mettre en œuvre une évaluation qui soit vraiment explicite pour l'enfant et qui permette à l'enfant, aux parents, aux enseignants de rendre compte et de se rendre compte de ce que je sais faire, ce que je ne sais pas encore faire et de mes progrès.
D'où l'importance de, à côté de la note, vous voyez, le professeur a écrit « Tu crois que c'est grave ?» L'enjeu, en fait, c'est d'aller questionner la lisibilité, effectivement, de nos modalités d'évaluation. Et là, je renvoie à un élément, cette fameuse note, pas note. Alors, ça suscite des débats, ça suscite des conflits parfois, des certitudes, des doutes. J'ai envie de dire, peu importe la note, quand on a l'intention et le sens. L'enjeu, plus qu'une note, plus qu'une couleur, parce que on a pu voir fleurir des logiciels qui transformaient la note en couleur. On mettait des couleurs et non plus des notes. Oui, mais il y avait une déclinaison d'une quinzaine ou d'une dizaine de couleurs, du vert chewing-gum au vert foncé, au vert bouteille, qui renvoyait au final aux notes. Donc autant mettre des notes. Donc l'enjeu, ce n'est pas de dire note, pas note, est-ce que c'est essentiel, pas essentiel, c'est d'aller questionner la pertinence et la lisibilité des codes. Peu importe le code, tant qu'il donne de la chair au mot compétence, tant qu'il donne de la lisibilité à la compétence. Je prends un exemple ici. Vous voyez, là, on choisit les couleurs. Bon, entre le vert, le bleu, parfois avec une déclinaison de couleurs, jusqu'à 4, 5 couleurs, et aussi avec des items d'évaluation du genre en cours d'acquisition, presque acquis. Et je vois fleurir effectivement dans les différents logiciels ou autres, allez, 4, 5 items, jusqu'à un item qui est souvent grisé, qui est mis travaillé mais non évalué. Alors, il va falloir qu'on m'explique comment on peut travailler des notions, développer un objectif sans l'avoir évalué. Parce que sans évaluation, il n'y a pas d'apprentissage. Et ça veut dire que le processus d'apprentissage n'a pas été terminé. Donc, l'idée de multiplier les codes doit être questionnée, à mon sens. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous regardez l'intitulé de compétences, je connais la vie des paysans du Moyen-Âge, je connais la vie des seigneurs du Moyen-Âge. Vous voyez là aussi la confusion entre compétences et on est sur un objectif opérationnel de séance, mais pas sur une compétence. Et c'est la limite, j'ai choisi volontairement ce thème en histoire parce que dans les livrets de compétences, on voit souvent au premier trimestre l'enfant connaît la vie des paysans du Moyen-Âge et il a vert, donc ça veut dire acquis, pleinement acquis. Et puis le trimestre suivant, il a orange, voire rouge, sur au final la même compétence, sauf que là le thème a changé, c'est sur la Renaissance ou c'est autre, et de se rendre compte qu'il a mobilisé en soi la même compétence, mais soit le thème n'était pas suffisamment motivant ou intéressant, pour l'enfant comme pour l'enseignant parfois d'ailleurs. Et au final, sur une même compétence, l'enfant n'a pas du tout eu le même code couleur. Et là, des parents disent, attendez, il a régressé en histoire. Non, c'est que le problème, c'est que l'objectif n'était pas suffisamment clair et justement, il y a eu confusion entre compétence et objectif. Autre marqueur d'évaluation, les fameux smileys, qui questionnent, qui sont énormément utilisés en maternelle. Et moi, sur le coup, pourquoi pas, jusqu'au jour où j'étais en classe et j'ai demandé à une enfant de moyenne section de m'expliquer à quoi correspondait ce smiley. Et là, elle m'a dit, tu vois, ce petit bonhomme-là qui sourit, ça veut dire que la maîtresse, elle est contente de moi. Alors je lui dis, et ce petit bonhomme-là qui fait une tête bizarre, ah ben là, c'est qu'elle n'est pas du tout contente de moi. Donc vous voyez, là, il y a eu confusion entre un code qui doit dire le niveau de réussite d'un enfant et le renvoi à une perception de son état d'être et du contentement ou mécontentement de la maîtresse à l'égard de l'enfant.
J'avais même une enseignante qui un jour m'expliquait que quand la compétence est dépassée, en fait, sur le smiley, elle rajoutait des oreilles et des cheveux. Bon, vous voyez, peu importe le code, au final, peu importe le code, tant que c'est suffisamment explicite par rapport à tous ces éléments. Je peux renvoyer à l'idée de la note. Alors, la note dans l'histoire. Ben, la note, là, vous voyez, c'est un exemple d'évaluation en collège, avec une déclinaison en compétences. J'utilise mes connaissances, je suis capable de lire, expliquer un texte, et décliner ensuite en objectif opérationnel avec un barème. Donc là aussi, pourquoi pas? C'est l'exemple en tout cas que, peu importe le code, je répète, peu importe, il est important que ça fasse image de la compétence, que ça donne à voir et à comprendre la compétence. Donc l'enjeu dans tout ça, c'est effectivement d'analyser les livrets, les LSU. Le LSU, en tant que tel, est un livret de compétences. Et d'ailleurs, c'est indiqué, domaine d'enseignement certes, ensuite éléments du programme travaillé, compétences, connaissances, compétences. Donc là, l'enseignant a indiqué effectivement des éléments de compétences. Dire de mémoire un texte, une poésie à haute voix, ce sont des compétences indiquées dans les programmes. Et la colonne de droite ensuite, c'est acquisition, progrès, difficultés éventuelles. Bon, là, vous voyez qu'il n'y a rien d'indiqué parce qu'effectivement, une autre des contraintes, ça va être de rédiger un texte qui matérialise un progrès. L'autre questionnement qu'on peut apporter aussi, c'est les dernières colonnes de validation, avec les 4 degrés de validation, hein, non acquis, etc., dépassé, on indique objectif d'apprentissage. Alors, bon, vous voyez, là aussi, de mon point de vue, il me semble qu'il faut qu'on soit cohérent sur les mots, compétences, objectifs. L'autre limite dans ce livret, c'est que, vous voyez, si je prends le langage oral, nous avons 3 compétences d'indiquer. Or, la validation de la croix pour dire que c'est acquis concerne quoi? L'ensemble des 3 compétences? Mais est-ce que les 3 compétences sont également acquises? Bon, voilà. Donc, le LSU en lui-même est-il suffisant pour pouvoir matérialiser de manière fine à la fois les réussites, les éléments et les éléments de progrès? Donc, dans la continuité de ce LSU, effectivement, là, on a un enseignant qui a complété la partie acquisition, progrès et difficultés éventuelles. Il écrit, donc en dehors des fractions simples, où Jean éprouve encore des difficultés, le niveau en mathématiques est conforme aux attentes. Bon, vous voyez aussi là la difficulté d'enseignants qui doivent, en même temps qu'ils évaluent, en même temps qu'ils doivent rendre compte des réussites et de progrès, doivent aussi renseigner un livret avec des appréciations, et si on doit faire des appréciations pour chacune des compétences ou des grands domaines d'enseignement, le livret de compétences en lui-même, vous y passez des heures et des heures à renseigner cet élément. Et questionnons l'utilité. Est-ce que l'ensemble de ces écrits-là permettent véritablement de rendre compte d'un cheminement de progrès, de tâtonnement, d'erreurs, de réussite à l'écrit? D'où ma question, c'était justement de pouvoir comment faire en sorte, au final, de développer à la fois une démarche et un outil qui permettent de matérialiser l'ensemble d'un cheminement d'apprentissage. Non pas uniquement des réussites ou des échecs à un instant T, mais justement de matérialiser un parcours. Et pour ça, il faut d'abord faire image des compétences.
il faut que ça puisse parler et à l'enfant, mais aussi aux parents, et aussi aux enseignants. Or, faire image d'une compétence pour les enseignants, bah, c'est la progression. C'est objectiver les compétences. Mais pour les élèves et pour les parents, la question est, qu'est-ce qui fait véritablement image des compétences? Bon, je reste persuadé que la pédagogie, c'est l'excellence des choses simples. Alors, allons questionner de manière simple les choses. Et pour moi, ce qui fait image d'une compétence, ben, c'est l'exercice fait. C'est l'exercice fait pour l'élève et aussi pour les parents. C'est-à-dire que l'enfant, quand il a expérimenté, enfin, il a réalisé cet exercice, il a répondu à un objectif, alors plus ou moins annoncé par les enseignants. Je redis l'importance de, de rendre lisible et explicite d'emblée l'objectif. L'objectif d'apprentissage, c'est pas quelque chose qu'on doit cacher. Je sais que beaucoup d'enseignants se disent maintenant, je ne vais pas dévoiler l'objectif aux enfants parce que ça va me permettre de créer la surprise motivante chez l'enfant. Or, je suis pleinement d'accord de créer cette théâtralisation, source de surprise et d'envie. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif va permettre de fixer ce qu'on appelle la posture intellectuelle de l'enfant. Il sait sur quoi va porter son attention principalement. Là où vous allez créer la magie de la surprise, c'est dans la théâtralisation de vos savoirs ensuite, mais pas dans l'objectif d'apprentissage. Donc, début de séance, aujourd'hui les enfants, on va apprendre telle chose. Et à la fin de la séance, temps d'évaluation, euh, aujourd'hui, qu'a-t-on appris au final à partir de cet objectif-là? Donc, ce qui fait image très claire d'une compétence pour un enfant, c'est l'exercice fait. Et l'exercice fait matérialise, donne vie à l'objectif qui s'inscrit lui-même dans la compétence. Bon, là, petite incise, vous voyez les codes d'évaluation. Là aussi, il me semble qu'il faut qu'on soit à la fois cohérent avec nous-mêmes. Globalement, j'arrive après de multiples années à m'entendre avec moi-même, mais c'est pas si simple que ça. Mais il faut déjà, nous, en tant qu'enseignants, on s'entende avec nous-mêmes sur le code d'évaluation qu'on va choisir. Le bien correspond à quoi? Le vu correspond à quoi? Et je suis toujours surpris, mais positivement, c'est surtout pas une critique négative, de, de plusieurs enseignants qui mettent vu pour dire bah, ce n'est pas réussi, mais je n'ai pas envie de te dire que ce n'est pas réussi. De même, on va questionner jusqu'à la couleur rouge. Oui, mais le rouge, c'est synonyme de l'interdit, de la sanction. Là aussi, ce qui est important, je redis, c'est peu importe le code choisi, si vous donnez du sens à l'enfant, si l'enfant, il sait que bien, ça correspond à tel niveau de maîtrise et que ça renvoie à tel besoin, bon, je fais écho au parcours de talent que j'ai pu évoquer dans le premier ouvrage, comme un poisson dans la classe, mais raisonnons besoin, c'est-à-dire que l'évaluation doit traduire un besoin. Donc, si on met bien à un niveau de maîtrise et qu'on met bien le même code bien à un autre niveau de maîtrise, c'est clair que ça va être source de confusion pour l'enfant. De même, n'hésitons pas à poser, à exprimer derrière le vu. Ça veut dire que ton besoin à toi, c'est de comprendre. Tu n'as pas compris. Il y a 3 niveaux de mon point de vue d'évaluation. Un, c'est le niveau de réussite. Ok, tu as fait de nombreuses erreurs. Deuxième niveau, c'est l'accompagnement, j'ai presque envie de dire moral ou affectif. C'est pas grave. C'est pas grave. Et troisième niveau, c'est renvoyer aux besoins. Ton besoin à toi, c'est de comprendre. Donc, tu as fait de nombreuses erreurs, c'est pas grave. Ton besoin à toi, c'est de comprendre. Et peu importe le code, ça peut être le vu, ça peut être le bien, ça peut être le très bien. Le tout, c'est que ça soit explicite et explicité auprès des enfants. Voilà, j'évoque ça parce que
là des appréciations d'enseignants qui posent on voulait les mesures, voilà ce qui est écrit, et c'est mis à refaire. Est-ce que cet élément-là, cette appréciation-là, exprime le besoin de l'enfant? Je ne suis pas complètement sûr et je crains que ça génère chez l'enfant plus de blocage que d'envie d'évoluer. Et derrière le on voulait les mesures, je crois que le on voulait les mesures, c'est aussi intéressant en tant qu'enseignant de se dire mais est-ce qu'au final j'ai été suffisamment clair au niveau de la passation de la consigne et donc de l'objectif d'apprentissage? Parce que le on voulait les mesures traduit peut-être que l'objectif n'a pas été suffisamment explicité. Alors, la question est, puisque faire image des compétences passe par justement l'exercice fait, parce que pour l'enfant, c'est concret. L'idée, c'est, et si on articulait justement cette évaluation quotidienne, parce qu'on évalue sur une séance en tant que telle, au moins la moitié du temps, c'est de l'évaluation. Quand vous faites, si vous le faites, je ne saurais que l'encourager, une évaluation diagnostique en amont de la séance, puis ensuite un temps de transfert, de vérification que les élèves ont compris par des exercices, c'est aussi du temps d'évaluation. Ce temps d'évaluation dit formative, mais qu'on n'utilise pas en fait, qu'on ne matérialise jamais dans un livret. Ce qu'on matérialise dans un livret, c'est ce temps d'évaluation sommative qui alimente une fois de plus ce sentiment de couperet, d'un instant T, d'une évaluation à un instant T. Or, l'apprentissage, ça n'est surtout pas un instant T. C'est un phénomène d'aller-retour permanent, de construction, déconstruction, reconstruction. Cette idée de je monte une marche, et dans notre évaluation sommative, ça serait l'idée que pour accepter, être autorisé à monter la deuxième marche, il faut d'abord que la première marche soit pleinement connue, dans ses moindres contours, et une fois on a vérifié que l'enfant connaît particulièrement bien cette marche, il a le droit, il est capable de monter la deuxième. Or, l'apprentissage, je ne vous apprends rien, c'est surtout pas comme ça que ça marche. C'est un aller-retour permanent. Je monte 2 marches, j'en redescends 3 pour mieux en monter 4. Et le problème, c'est que dans nos modalités d'évaluation, on ne matérialise pas ce cheminement, cet aller-retour, cette succession de petites réussites, de retour en arrière, de montée de 4 marches d'un coup, de cette poussée de croissance scolaire. Non, on ne peut pas le voir. Donc on se sent obligé par une appréciation de dire oui, il a bien progressé dans tel domaine, mais que ce soit pour les enseignants où c'est très long à renseigner, que ce soit pour les élèves, est-ce qu'en lisant ce texte, c'est suffisant pour avoir une vision précise et fine de chaque évolution de compétences? Je ne suis pas complètement certain. Donc, faisons simple, et si on articulait évaluation quotidienne et le livret de compétences? Je vous montre un exemple là, c'est les anciens livrets de compétences avec des paliers. Et vous voyez, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, il semble important qu'on re-questionne la notion de palier. Cette idée qu'on franchit un premier palier, et si on maîtrise, on a la possibilité de franchir un deuxième palier. Avec des éléments d'appréciation du oui ou non. Est-ce que je maîtrise la compétence, oui ou non? Sauf que dans ces modalités-là, de 2 cases, ou de 3, parce que quand on envoie une case par trimestre, ça participe de la même logique pour moi. Est-ce que ça permet de matérialiser un cheminement, un parcours scolaire d'élèves, avec cette possibilité de pouvoir se tromper et de pouvoir évoluer et de progresser? Donc l'idée toute simple, pour moi, ça a été de reprendre effectivement les compétences, et ça je ne les invente pas, je les prends dans les programmes. Par contre, quand même, une question, c'est où trouver ces compétences? Vous allez me dire très simplement, dans les programmes. Effectivement, moi je n'invente rien, je m'appuie sur l'existant. Sauf quand même,
Une première limite, c'est quand vous regardez les programmes, il y a plusieurs intitulés. Il y a compétences travaillées. On voit aussi compétences et connaissances associées. Et on voit attendu de fin de cycle. C'est la même chose. Et vous allez judicieusement me dire, oui, on travaille les mêmes compétences. Oui, et je suis complètement d'accord avec ça, sauf que l'intitulé n'est pas le même. Donc dans un même programme, on a 3 intitulés différents pour une même compétence. Bon, enseigner, c'est choisir. Vous avez cette liberté totale de choix, mais si, et vous vous rendez compte que si pour une même compétence, on a 3 intitulés, ça n'est pas un élément qui favorise la compréhension et la lisibilité des choses. Donc, moi, j'ai enseigné, c'est choisir. Je choisis de prendre ce qui me parle le plus, c'est-à-dire les compétences, les attendus de fin de cycle. Donc, j'indique les attendus de fin de cycle. Je choisis cet intitulé et ensuite, je vais mettre un code. Je vais identifier un code devant chaque compétence. Et puis, en dernier lieu, je mets une série non pas de 2 cases, de 3 cases, mais une série, j'ai presque envie de dire, infinie de cases que l'on pourra compléter puisqu'on s'inscrit dans une logique de compétences, c'est-à-dire de cycle. Et ensuite, puisque c'est l'exercice qui fait image de la compétence, je vais inscrire l'exercice dans la compétence mobilisée. La compétence ici, c'était comparer, estimer, mesurer des grandeurs. Mais vous voyez que c'est quelque chose de large, donc l'exercice, lui, s'inscrit dans la compétence comparer, estimer, mesurer des grandeurs, mais on est dans un objectif clair. Aujourd'hui, et à partir de cet exercice-là, vous allez apprendre à convertir les unités usuelles de longueur. Donc, l'enjeu ensuite, c'est que je demande aux élèves, quand j'annonce l'objectif, aujourd'hui les enfants, on va apprendre à convertir des unités usuelles de longueur. Ça s'inscrit dans la compétence comparer, estimer, mesurer des grandeurs. Alors, je peux écrire la compétence au tableau. Les élèves pourraient l'écrire aussi sur leur exercice, sauf qu'à un moment, le temps d'écriture des consignes, le temps d'écriture de la compétence et de l'objectif fait que ce temps d'écriture-là, sauf à l'inscrire dans un temps de copie ou de maîtrise de l'écrit, prend énormément de temps. D'où l'idée d'un code, le code G1 que je reprends, qui correspond au code mis devant chaque compétence du tableau. Les élèves font l'exercice. Moi, en tant qu'enseignant, je valide par un bien, un vu, un très bien, enfin ce que vous voulez. Et ensuite, l'idée, c'est que, et c'est ce que j'ai développé, ce que j'ai appelé des rendez-vous.com. C'est-à-dire que l'enfant, quand il récupère ses cahiers ou ses exercices, sur un temps que l'on s'est donné, un temps de rendez-vous, ce rendez-vous.com. Là, c'était tous les vendredis en début d'après-midi. Pourquoi début d'après-midi? Et pourquoi le vendredi? Parce que c'était le temps où l'attention était la plus fugitive, j'ai envie de dire. Et l'ensemble des élèves reprenaient alors leur grille, qui est à eux. Hein. C'est une grille personnelle, quasi sacrée, qui est protégée sous film plastique, etc. Et ils reprenaient les exercices, leur grille, et ils regardaient l'évaluation, l'appréciation de l'enseignant, et ils traduisaient par le code couleur. Si c'était très bien, ils s'étaient mis d'accord, on s'était mis d'accord, très bien, c'est vert, bien, c'est orange, vu, voilà, c'était rouge, même si moi, j'utilisais pas le vu. Et ils coloriaient ensuite leur case G1 qui était dans la marge, pour ensuite, dans ce temps de rendez-vous.com, le transposer dans leur grille d'évaluation. L'idée, c'était pas de le faire de manière informatique. Pourquoi? Parce que j'avais le souci justement qu'ils prennent le temps. C'est un temps précieux pour eux où ils prennent le temps, et non pas de cocher ou de griffonner rapidement, non, ils prennent le temps de bien colorier,
sans déborder, pour justement porter vraiment leur attention sur, voilà, cette couleur, ça veut dire ça, c'est pas grave, et ça renvoie à quel besoin. Donc, c'est un élément qui se remplit tranquillement, et c'est l'élève qui remplit. Hein. Vous, en fait, vous leur donnez toutes les conditions pour renseigner cette grille. Et qui renvoie, et je l'ai appelé évaltoise, pourquoi? Parce qu'effectivement, ça renvoie à cette idée d'une évaluation pensée comme une toise qui permet aux enfants de se voir réussir et grandir. Donc derrière évaltoise, c'est un outil, un tout en un. Un tout en un à la fois pour permettre à l'élève de se rendre compte, pour permettre de rendre compte aux parents et pour permettre aussi à l'enseignant de se rendre compte. Donc c'est un outil de lisibilité, de compréhension, qui se remplit facilement, de manière autonome, parce que vous avez donné les conditions de cette autonomie à vos élèves, et au service d'une lisibilité pour tous, maîtres, élèves, parents. Alors, cette idée du tout en un, d'abord pour l'élève, pourquoi? Parce que ça l'aide véritablement à se rendre compte de son cheminement et de ses progrès. Pourquoi? Parce que d'une part, le fait de renseigner cette grille, là, on voit une succession de couleurs qui renvoie à justement à la capacité de l'enfant à pouvoir identifier là où ça fonctionne et là où ça fonctionne moins bien, et puis surtout en toute tranquillité, pouvoir matérialiser son cheminement d'apprentissage, ce qui participe de son processus d'apprentissage, c'est-à-dire cet aller-retour permanent. Ok, j'ai rouge au départ. Ok, j'ai rouge encore. Bon, un, c'est pas grave, ça veut dire que je n'ai pas réussi l'exercice. Mais deux, c'est pas grave puisque et trois, mon besoin à moi, c'est de comprendre. Donc, ça permet à l'enfant vraiment de matérialiser tout un cheminement d'apprentissage. Et puis aussi, surtout, ça lui permet d'identifier que non, décidément, il n'est pas nul en maths, mais que sur telle compétence, ça fonctionne bien. Tiens, j'ai un comparé, estimé, mesurer des longueurs, etc. Ben, j'ai vert, j'ai vert, j'ai vert, j'ai vert, j'ai vert. Effectivement, qu'est-ce que j'en pense? Ben, oui, à chaque fois, peu importe l'exercice, j'y arrive. Peu importe l'objectif, j'y arrive. Donc, cette compétence-là, je la maîtrise. Je vais pouvoir me concentrer sur les compétences que je maîtrise moins bien. Donc, c'est un élément de sécurité, de réassurance pour l'enfant. Parce que souvent, un enfant, même comme un adulte, on a tendance, puisque l'inconnu nous insécurise, à refaire des exercices que l'on maîtrise déjà, au détriment d'exercices ou de compétences où on se sent mal à l'aise, et parce qu'on se sent mal à l'aise, on va de moins en moins avoir envie d'y aller. Donc voilà, on a un outil de lisibilité globale pour l'enfant, qui est renseigné par l'enfant et qui donne à voir justement son cheminement sans le mettre dans une posture d'une évaluation à un instant T qui va définir, au-delà de sa qualité d'élève, sa qualité d'être. Est-ce que je suis un élève en réussite ou pas? Est-ce que je suis un enfant en réussite ou pas? Est-ce que je suis un enfant qui est digne de, de, de valeur ou pas? Et au final, qui est digne d'être aimé ou pas? C'est aussi un outil du rendre compte aux parents. Pourquoi? Parce que d'une part, on est sur un outil du rendre compte permanent. C'est-à-dire que l'enfant, là avec lui en permanence dans son cartable, c'est un outil de liaison et de communication avec ses parents. Et comme vous envoyez les cahiers qui font donc image des compétences tous les 15 jours, toutes les semaines, ça c'est selon vos souhaits, on a là un précieux outil de médiation où l'enfant va pouvoir expliquer aux parents, ben voilà, regarde, là j'ai vert, vert, vert. Ça correspond à tel exercice, et il montre son cahier. Comme il y a le code à côté, ça fait sens et pour l'enfant, mais aussi pour les parents. Et puis il renvoie à l'idée du besoin. Ben là, ouais, par contre, tu vois, à telle compétence, ben là, c'est orange parce que j'ai besoin de m'entraîner pour intégrer les choses. Donc, on est sur vraiment un outil de communication. Et je ne saurais trop inviter, moi, les enseignants, plutôt que
de leur donner des devoirs le soir à faire à la maison, de temps en temps, de poser comme devoir à faire à la maison le soir, ben, c'est de prendre Évaltoise et de prendre rendez-vous avec les parents pour expliquer Évaltoise avec les parents, pour rendre compte au niveau des parents. L'autre intérêt du rendre compte aux parents, comme je le disais, c'est un rendre compte permanent. C'est-à-dire que là, les parents n'attendent pas la fin d'un trimestre pour se rendre compte des niveaux de difficulté ou de réussite de leur enfant. Ça peut éviter, ce que j'ai moi rencontré dans une réunion parents-prof un jour, de parents qui ont découvert le niveau de réussite des enfants, de leurs enfants, et jusqu'à dire mais tu nous fais honte, et bon, si l'enseignant n'avait pas été là, c'est très clair que il aurait pris une gifle, et bon, je crains qu'hélas il l'ait pris à la maison le soir. Bon, tout ça pour vous dire que là, comme le rendre compte est permanent, les parents sont quotidiennement informés du niveau de réussite de leur enfant. Et ça peut éviter justement de générer des conflits. Et en toute fin, c'est un outil du se rendre compte de l'enseignant. Pourquoi? D'une part, l'enseignant, ça lui permet justement d'identifier très clairement et de manière très fine les besoins de leurs élèves et les progrès de leurs élèves. Et pour les décliner ensuite je ne saurais trop vous inviter à les décliner en parcours de talent, en identifiant rouge, ok, ton besoin à toi, c'est de comprendre, parcours 1. Orange, ton besoin à toi, c'est manifestement, tu sembles avoir compris, mais tu as encore tu fais encore quelques erreurs, c'est pas grave. Mais ton besoin à toi, ça va être d'ancrer ces savoirs, comment? Par l'entraînement. Et puis vert, ok, tu as l'air d'avoir compris. Ton besoin à toi, ça va être de mettre des mots pour expliquer comment on fait pour toujours y arriver. Donc, on a une lecture, une lisibilité très fine du côté de l'enseignant des besoins de chacun de leurs élèves. Et puis aussi, c'est un miroir des choix pédagogiques de l'enseignant, parce que, et l'expérience me montre qu'une ligne sur tout ce qui est résoudre, comprendre et nommer des nombres entiers, et puis calculer avec les nombres entiers surtout, cette ligne des 30 cases, elle est renseignée au bout d'un mois et demi, au détriment d'autres lignes, d'autres compétences, en géométrie notamment, où on attend souvent 3 mois dans notre programmation avant d'aborder véritablement la géométrie. Et on met le paquet uniquement sur de la numération. Et on s'étonne effectivement que les élèves en difficulté soient toujours les mêmes et qu'ils aient toujours les mêmes difficultés. Ouais, mais si on a toujours travaillé la même compétence au détriment d'autres compétences, effectivement, il peut y avoir des grandes chances qu'on ait dégoûté ou qu'on ait posé la posture et une étiquette même sur l'enfant lui-même qui s'est posé en disant « Je suis un enfant en difficulté en maths parce que j'ai une série de rouges, oranges, mais toujours sur la même compétence. » Là, l'intérêt des Valtoises pour un enseignant, c'est qu'il a une lisibilité, ça fait miroir justement de ses choix, de son évolution, de sa progression, de ses choix de compétences. Voilà. Donc, on a un outil de lisibilité. Alors, vous pouvez voir là sur le tableau et Valtoise, à un moment, j'indique un petit plus, un petit moins. Et pour une raison toute simple, c'est que certains enseignants me disent « Oui, mais sur une même compétence, calculée avec des nombres entiers. » Là, on voit l'enfant, au départ, j'ai travaillé l'addition, au départ, il a rouge. Okay, puis il a orange, et puis il a encore orange, et puis après, il a une succession de 5 verts. Ah, puis tout d'un coup, il a de nouveau orange. Effectivement, pourquoi? Parce que là, on a travaillé la soustraction. Alors, je tiens à rassurer sur une chose, c'est que si vous avez vraiment le souci d'une lisibilité fine, vous pouvez indiquer un plus, un moins, un plus quand vous travaillez l'addition, ou un moins pour une soustraction. Mais l'enjeu, comme c'est une compétence, c'est-à-dire que ça mobilise dans notre cerveau le même processus quand on additionne, quand on soustrait, quand on multiplie ou quand on divise,
C'est pour ça qu'on l'inscrit dans une compétence. Et vous pouvez vous rendre compte dans le tableau que 5 cases vertes au départ, bon, ça veut dire que quand est-ce qu'on peut estimer que la compétence est maîtrisée? Ben, quand il y a 5-6 verts à suivre, ça veut dire que peu importe l'objectif, il y arrive. Et que certes, la nouveauté de la soustraction fait que tout d'un coup, ah, c'est orange, mais vous vous rendez compte que très rapidement, puisqu'il maîtrisait l'addition, très rapidement, il va maîtriser euh, la soustraction. Même chose pour la compétence grandeur et mesure. Je mets un grand L pour longueur. Ensuite, quand c'est mesure, je mets un M. On peut faire ça. Très sincèrement, moi, je n'ai jamais ressenti le besoin de mettre de manière aussi fine les choses. Alors, et en maternelle, très rapidement. En maternelle, ben, on est sur la même logique. Dimension, réussite et progrès. Il y a un outil pour moi qui dit le mieux ce qu'est une évaluation, qui permet de matérialiser le cheminement d'un enfant. Ben, cet outil, c'est le test du bonhomme, qui permet, en tournant les pages, de voir effectivement l'évolution de la perception de son schéma corporel. Et si on transposait ce test du bonhomme à l'ensemble de la démarche d'évaluation en maternelle? Je le redis, les composantes de l'évaluation, il y a la dimension réussite et la dimension progrès. Pour la dimension réussite, ben, même chose, je vais reprendre les intitulés des compétences, les attendus de fin de cycle 1, et plutôt que de mettre un code écrit, une lettre, je vais mettre une image. Parce que l'image dit pour l'enfant, est très explicite. D'ailleurs, quand vous développez des ateliers autonomes de manipulation, souvent vous mettez l'image sur le boîtier du matériel. Les enfants, dès la petite section, sont tout de suite capables d'aller identifier, d'aller chercher la bonne boîte parce qu'il y a l'image dessus et parce qu'ils ont manipulé le matériel dedans. Donc, même chose que pour Évaltoise à l'élémentaire, j'identifie les compétences, les attendus de fin de cycle, et je matérialise par une image. Et ensuite, dans toutes les fiches de travail que je développe, que les élèves développent, je vais remettre cette même image. Je vais indiquer aux élèves, aujourd'hui les enfants, on va apprendre telle chose, ça s'inscrit dans la compétence telle, et je montre l'image, je l'affiche au tableau, je la mets sur leur petite fiche, je la mets aussi sur la table quand c'est un travail de groupe de besoins, pour permettre à l'enfant d'avoir une lisibilité très nette et très simple du travail. Et puis, le problème, c'est la dimension progrès dans tout ça. Mais la dimension progrès, pour moi, il n'y a rien à inventer dans vos cahiers d'activité, d'apprentissage tels que vous les développez. Moi, ce que je fais, c'est que je vais classer chaque cahier par grand domaine, les 5 domaines de la maternelle, et à l'intérieur de chaque domaine, je vais classer les productions des élèves par compétences. Non plus chronologiquement comme on le fait souvent et par thème ou projet, mais là, par compétence, qui fait que l'enfant va tourner les pages et dans les mêmes rendez-vous.com, avec là au départ la médiation de l'enseignant, mais je peux vous assurer que si c'est développé dès la petite section, en grande section, l'enfant n'aura même plus besoin de la médiation de l'enseignant, parce que l'enseignant va indiquer aujourd'hui, on va faire le point sur telle compétence, donc telle image, et on regarde. Et là, l'enfant prend son classeur. C'est vrai que dans l'absolu, un classeur serait plus idéal pour classer les choses. Et il identifie l'image de compétence et il regarde, bah, au départ, tiens, sur telle compétence, ah, j'avais rouge. Ok, c'est pas grave, je tourne. Ah, c'est orange. Ah, c'est encore orange. Ah, puis c'est vert. Bon, ben, qu'est-ce que t'en penses? Bon, ben, ok, je vais mettre quoi? Une gommette. Et où? Ben, sur mon évaltoise de maternelle, c'est-à-dire que j'ai remplacé les cases par des petits bonhommes qui cheminent, qui évoluent, et puis l'enfant va pouvoir coller sur des rendez-vous.com sa petite vignette coloriée, ça c'est vous qui choisissez. Bon, l'idée des vignettes, ça peut être plus intéressant. Donc là, l'enfant se voit matérialiser, se voit évoluer dans son cheminement. Alors les rendez-vous.com,
ils sont beaucoup moins fréquents qu'à l'élémentaire. Ça peut être une fois par mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, ça c'est votre choix, hein, vous décidez des choses. Bon, l'enjeu en tout ça, pour terminer, c'est un outil effectivement commun au service des parcours de talent, de l'APC, des PPRE. Comme je vous le disais, c'est un élément de lisibilité qui va permettre d'identifier clairement les besoins de chaque enfant pour ensuite les inscrire dans une démarche d'accompagnement différenciée, de groupe de besoins, en temps d'APC aussi. Dans le cadre des PPRE, moi je joins cet élément d'évaluation au niveau du PPRE. Au niveau, et j'ai mené l'expérience avec des enfants en Ulysse, bon, les résultats ont été plus qu'extraordinaires parce que là, les enfants en fait, se voyaient réussir. Pour moi, c'est aussi un outil de liaison dans l'APC entre ce qui se fait hors de la classe et ce qui se fait dans la classe. C'était un peu la limite, comment on transfère ce qui se fait en APC dans la classe. De même, au niveau de l'équipe RAZ, il me semble que c'est un précieux outil, parce que c'est aussi renseigné par l'enfant, de liaison entre ce qui se fait en aide personnelle, en aide spécialisée, et comment je le réinjecte dans la classe en termes de cohérence. Et au niveau des PPRE, ben, effectivement, de pouvoir développer dans le lien des PPRE, et là je fais écho à une démarche de PPRE dynamique que j'ai développée et que j'évoque dans le prochain roman pédagogique autour de l'accompagnement des élèves à difficultés comportementales, hein, dont vous aurez accès à partir de fin octobre, du 20 octobre prochain. Alors en conclusion de cet exposé, je crois que la meilleure des signes d'évaluation, la plus pertinente pour moi, on peut mettre du smiley, on peut mettre de la couleur, on peut mettre des notes, je crois que le critère le plus efficient pour moi, qui me dira, ouais, là, l'enfant, il a réussi, ouais, je crois que c'est surtout ça, c'est-à-dire le sourire des enfants et le bonheur affiché. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis je vous propose maintenant de répondre à vos questions dans la mesure du possible. Voilà, je vais identifier et regarder vos questions et puis essayer d'y répondre. Merci à vous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de remonter au niveau des questions. Hop, alors, bon, il n'y a pas tant de questions que ça. Alors, équipe RAZ, ça existe encore ça? Bon, dans ma circonscription, oui, je crois que ça existe aussi ailleurs. Mais c'est vrai que ça a été la question, non pas de l'existence des RAZ, mais comment justement faire en sorte que tous les temps d'accompagnement de l'enfant, que ce soit en classe, en temps d'APC, en temps d'accompagnement RAZ, qu'il y ait une vraie cohérence dans ce que vit l'enfant et dans ce qu'apprend l'enfant. Et que les outils développés en classe soient les mêmes que ceux développés en APC, soient les mêmes que ceux développés en aide particulière, en Ulysse et autres. Et je me rappelle d'un enfant qui était en grande difficulté et on a mis en place cette démarche des Valtoises. Et bon, c'était un enfant où le panneau ralentir école, pour lui, ça faisait sens, hein, parce que il se pressait surtout pas pour aller à l'école, hein, très clairement. Et il était souvent en larmes quand il allait à l'école. Et puis, allant en classe, un jour, je le vois arriver tout sourire. Et il me dit, mais moi, j'adore le vendredi, parce que le vendredi, c'est le temps d'Evaltoise, c'est notre rendez-vous.com. Et j'adore remplir Evaltoise parce que je vois que je suis capable de réussir. Bon, ben pour moi, ça participe exactement de la diapo que je vous ai de conclusion là. C'est le signe pour moi d'une réussite de l'évaluation parce que là, pour moi, l'évaluation prend tout son sens. C'est donner de la valeur. Donner de la valeur à un cursus, à un processus d'apprentissage, à un cheminement d'apprentissage où ben, l'enfant ne vient pas à l'école pour tout réussir d'un coup.
sinon c'est peut-être pas la peine qu'il aille à l'école, mais justement pour s'autoriser à pouvoir se tromper, à pouvoir tomber, à pouvoir se relever et à pouvoir se dire mais hey, j'ai du temps pour apprendre. À minima, j'ai un cycle, donc 3 ans, et j'ai toute ma scolarité. J'ai mes 8 ans d'école primaire, et puis j'ai l'après. D'où vous me voyez venir, c'est la mise en cohérence entre ce qui se joue dans le premier degré et ce qui se joue après dans le second degré. Moi, la première chose la première fois où j'ai expérimenté Valtoise, c'était en lycée. Donc, et les notes, je les traduisais, bon, on avait les notes, mais je les traduisais aussi en code couleur et les élèves matérialisaient les choses. Et donc, en soi, c'est pas dévoreur de temps. Pourquoi? Parce que ça n'est pas vous qui remplissez cette grille. Ce sont les élèves. Vous, je répète, vous donnez toutes les conditions de cette autonomie, de capacité auto-évaluative, qui fait que c'est l'enfant qui renseigne. Il est pleinement acteur de son évaluation. Et l'intérêt pour vous, c'est que ensuite, ça va vous aider, cette grille-là, à renseigner le livret de compétences, le LSU, comme, j'ai envie de dire, le rendre compte, un état des lieux de fin d'année, de fin de cursus, de fin de cycle. Et comment je le renseigne? Ben, effectivement, je vais remettre les compétences dedans. Par contre, l'idée, ça serait de mettre une croix de validation devant chaque compétence et non pas sur l'ensemble d'un domaine d'enseignement. Mais je n'ai plus besoin, moi en tout cas, de mettre une longue appréciation, même j'ai envie de dire de mettre une appréciation tout court, parce que notamment on met une appréciation sur ce qui apparaît rarement sur les évaluations, à savoir l'attitude de l'élève, ses progrès même dans son comportement. Ben, moi, je l'indique parce qu'il y a un domaine d'enseignement, et c'est pour répondre à une autre question dans tous les domaines. Oui, tous les domaines, parce que y a un domaine d'enseignement qui explicite l'attitude. Ce domaine, c'est l'enseignement moral et civique, qui intègre à la fois la capacité de l'enfant à respecter des règles, l'expression de ses sentiments, émotions, son engagement et sa capacité au non-jugement. Bon, ben ça, pour moi, sont des éléments qui s'évaluent et, à ce titre, qui se valorisent. Donc, les compétences indiquées dans ce programme de MC, je les intègre dans une évaltoise. Bon, il n'y a pas beaucoup de compétences, hein. Il y en a 4 au maximum, mais j'en fais un élément aussi d'évaluation continu et permanent, qui fait que si je glisse les valtoises, enfin, j'ai même pas besoin de le glisser puisque ça appartient aux enfants, mais quand j'envoie le LSU aux parents, j'indique de regarder le LSU en lien avec le Valtoise, ben, il y a une lisibilité totale qui fait qu'il n'y a pas besoin, de mon point de vue, de donner une appréciation. Et si vous souhaitez donner une appréciation, ben, vous allez gagner un temps précieux. Vous n'aurez pas besoin de faire une très ou trop longue appréciation. Voilà, des éléments que j'indique. Et au niveau des couleurs dans votre LSU, ou dans votre livret de compétences que vous utilisez habituellement, ben, en prenant, je m'étais donné aussi des rendez-vous.com personnels, des rendre-compte.com personnels, où je récupère sur certains moments les évaluations, les évaltoises des enfants. Et puis, bah, je regarde s'il y a 4-5 vers à suivre sur la compétence, bah, j'indique vert, c'est acquis, c'est pleinement acquis. Voire même dépassé si en fait il y a 5-6 vers et qu'en fait il y a toujours vert. Même si pour moi, dépasser une compétence, ça me reste encore un peu obscur, mais bon. Si vous avez vert, orange, orange, vert, ça veut dire que très clairement, la compétence commence à être maîtrisée, mais il fait encore quelques erreurs. Bon, ben, moi, j'ai pas d'inquiétude, j'indique orange, et puis si c'est rouge, orange, ben j'indique rouge. Voilà.
C'est-à-dire qu'on a une cohérence entre le livret du rendre compte global que vous apportez aux parents et leur temps d'évaltoise, leur outil évaltoise qui matérialise effectivement un cheminement. Voilà, je regarde, il y a des questions qui apparaissent. Comment faire coïncider l'évaltoise avec un travail autour des ceintures? Euh, pour moi, la difficulté des ceintures, c'est que ce qui me gêne parfois, enfin, c'est dans l'utilisation que j'ai pu voir. Hein, effectivement, c'est quand on les utilise pour les ceintures de comportement, et c'est plus ça qui me gêne, c'est que souvent on a l'affichage global au vu et au su de toute la classe du comportement des enfants et de l'évolution du comportement des enfants. Pour ce qui est des ceintures d'évaluation avec le code couleur, moi ça participe pour moi de la même chose. La seule limite, c'est de ne pas multiplier les couleurs, parce qu'on renvoie là une fois de plus à parfois une difficulté de compréhension et de lisibilité des items d'évaluation. C'est pour ça que moi je me limite à 3, mais parce que j'ai identifié 3 besoins d'apprentissage. Euh, c'est vrai que quand je lis presque acquis euh, en cours d'acquisition et presque acquis, avec 2 couleurs différentes, et quand je questionne les enseignants en disant mais à quel moment vous identifiez que c'est presque acquis ou que c'est en cours d'acquisition? Et là, c'est souvent par rapport à un nombre d'erreurs dans un exercice. Donc je leur dis, il faut que vous calculiez le pourcentage d'exercices réussis par rapport à exercices. Bon, je reste, moi, le chantre de l'excellence des choses simples. Est-ce qu'on a besoin de multiplier euh, différents, euh, différents items d'évaluation? Je n'en suis pas sûr. Si ça permet une lisibilité et une compréhension des élèves, pas de problème. Si par contre ça nuit à la compréhension des élèves, là je suis un peu plus réservé. Y a-t-il des groupes d'enseignants qui travaillent avec Evaltoise? Je vais dire oui, moi dans ma circonscription, puisqu'on mène des expérimentations. Voilà, donc l'enjeu, et c'est pour ça que je développe ces romans pédagogiques, c'est vraiment mon enjeu, c'est comment la mise en récit peut devenir un objet de formation professionnelle. Et l'enjeu de ces romans pédagogiques, c'est vraiment pour moi une démarche pour favoriser la formation et votre capacité et votre envie à oser expérimenter en toute tranquillité, parce que vous ne risquez rien à expérimenter. De surcroît, quand en plus, ça répond pleinement à la demande institutionnelle. Donc on ne pourra jamais vous reprocher d'oser expérimenter, clairement. Donc, donc, comment coordonner Valtoise et le LSU? Je crois avoir répondu, non? Ce que je disais au départ, le LSU, de mon point de vue, tout seul n'est pas satisfaisant, n'est pas suffisant, pardon, pour permettre à l'enfant de se rendre compte de ses progrès. Donc, mais l'un couplé à l'autre, le LSU couplé à Evaltoise, me paraît être un outil euh, de lisibilité, une véritable toise qui permet à l'enfant de se voir réussir et grandir. Est-ce possible sur toutes les disciplines? On peut en cibler français maths pour que ce soit moins long à compléter. Mais je répète, ça n'est pas long à compléter dans le sens où c'est l'élève qui complète. Après, vous n'inventez rien puisque vous vous appuyez sur les compétences. Alors après, et c'est ce que moi j'ai recommandé aux équipes enseignantes qui ont souhaité expérimenter cette évaltoise dans leur classe et école, c'est ciblez-vous d'abord, concentrez-vous sur des compétences ou des domaines d'enseignement où vous sentez à l'aise, où vous avez vraiment envie de vous concentrer. Donc effectivement, français et maths, et parce que ça répond aussi aux fondamentaux. Et de là, vous allez vous sentir suffisamment tranquille pour pouvoir généraliser à l'ensemble des domaines d'enseignement. Mais effectivement, expérimenter d'abord au niveau de compétences ou domaines qui vous parlent et qui font l'objet pour vous d'une attention particulière. Et je pense effectivement aux fondamentaux français.
Les compétences me paraissent vagues. Ne doit-on pas être plus précis et peut-être mettre dans le tableau les objectifs? Alors, effectivement, ça a été une question soulevée par de nombreux enseignants, et je me suis posé aussi la question. Sauf que, je vais prendre juste un exemple. Quand vous allez chez le médecin, et que ce médecin vous dit compétence rhinopharyngite, ce médecin-là ne va pas vous expliquer pour avoir réussi à poser ce diagnostic, j'ai d'abord regardé dans votre gorge, puis je vous ai demandé de tousser, puis j'ai pris votre pouls, puis votre tension. Ça, j'ai envie de dire que c'est une démarche, alors sauf si le médecin est bavard, hein, ça peut arriver, mais ça, c'est une approche de professionnel à professionnel. Le médecin ne va pas vous disséquer la compétence en objectif opérationnel. Pourquoi se sentons nous obligés en tant qu'enseignants de rendre compte, d'expliciter aux parents tous les objectifs que l'on va apprendre, que l'on va développer, alors que c'est une démarche de professionnel. Et l'autre problème, c'est que plus vous allez multiplier les objectifs, et c'est ce que je vois dans de nombreux livrets de compétences qui sont en soi des livrets d'objectifs plutôt de compétences. C'est-à-dire qu'on arrive à des livrets de parfois 20 pages parce qu'on a mélangé des objectifs et des compétences et qu'on rend compte aux parents non pas d'une maîtrise de compétences, mais plutôt d'une série d'objectifs travaillés. Là, pour moi, ça alourdit votre livret de compétences. Pour vous, c'est un surcroît de travail. Et pour les parents, ce n'est pas un gage d'une plus grande lisibilité et d'une meilleure lisibilité. Donc, voilà pourquoi, de mon point de vue, il faut faire image des compétences. Et je répète, ce qui fait image des compétences, ce n'est pas le tableau évaltoise qui fait image des compétences, ce sont les exercices que vous développez quotidiennement dans vos cahiers, qui du jour, cahiers de mathématiques, etc. Donc voilà. Souvent, on travaille une notion, on ne leur avouera plus comment faire pour retravailler une compétence dans un schéma classique de programmation. Bon, ben là, je vais faire écho à ce que j'ai évoqué dans le premier ouvrage hein, sur la différenciation. Cette idée de l'intérêt justement des valtoises, c'est que ça matérialise le processus d'apprentissage, qui est fait d'aller-retour permanent. Or, justement, une progression d'une compétence, c'est intangible, ça ne bouge pas dans le temps, c'est votre fil conducteur. Par contre, ce qui va bouger, c'est votre programmation. Et là, je renvoie à la règle des 3-1, cette règle de quand vous posez une notion, vous travaillez une notion sur une séance. À la fin de la séance, vous dites, voilà, aujourd'hui, on a appris ça. Les enfants, mais même les adultes, vont garder en mémoire, dans leur mémoire, pendant une semaine cette notion-là. Ça veut dire qu'une semaine plus tard, il faut remobiliser cette notion. Et si vous la remobilisez une semaine plus tard, alors dans une séance qui n'est pas la même séance, mais qui a besoin de cette notion pour pouvoir avancer, l'enfant va garder en mémoire pendant à peu près un mois. Un mois plus tard, vous remobilisez cette notion, il va le garder en mémoire pendant 3 mois. Bon, ben c'est ça l'enjeu d'une programmation. Je sais que c'est pas simple, mais une programmation où vous allez pouvoir poser, tiens, ce jour-là, je vais voir telle notion, tel objectif, telle notion. Dans ma programmation, je prévois que dans une semaine, je vais revoir cette notion. Dans un mois, je vais revoir cette notion. Dans 3 mois, je vais revoir cette notion. Et l'intérêt des valtoises, c'est que là, on raisonne plus objectif. L'objectif, il est identifié dans les exercices du cahier. Mais par contre, on a une lisibilité sur sur une compétence. Et je rappelle qu'une compétence, pourquoi on a intégré ça dans une logique de compétence, c'est parce que une compétence mobilise le même schéma, j'ai envie de dire, neurologique, neurocognitif. Et je reprends l'exemple d'addition. Quand on sait additionner, on sait soustraire, on sait multiplier, on sait diviser. D'où l'intérêt de développer très rapidement les 4 modalités de calcul. Et quand en maternelle, dès la petite section, on est dans des modalités de partage, on travaille les différentes opérations.
Vous parlez de confusion entre compétences et connaissances. Dans les programmes, les deux mots sont utilisés. Mais dans ce cas, il s'agit bien de compétences. On raisonne compétences, effectivement, et je regrette qu'il y ait confusion entre ces termes parce que ce n'est pas la même chose. Effectivement, on parle du socle commun de compétences. Donc jusque-là, la définition européenne elle est très claire. Mais effectivement, on a rajouté connaissance et puis on a rajouté culture. Est-ce à dire que l'idée de la connaissance est différente de la compétence, alors que dans la définition européenne, c'est un ensemble de connaissances. Donc la connaissance est intrinsèque à la compétence. Donc il est important que l'on raisonne compétence, effectivement, et ce qu'on nous demande de nous, c'est de rendre compte d'un niveau de maîtrise de compétence, pas d'un niveau de maîtrise d'un objectif. Par contre, pour rendre compte d'un niveau de maîtrise de compétence, il faut pouvoir objectiver la compétence, parce que seul l'objectif s'évalue et non pas la compétence à un instant T. La compétence, c'est quelque chose qui s'évalue au fil du temps, d'où cette possibilité d'une évaluation justement positive, tranquille et sereine, parce que ce n'est pas un coup près de ça y est, tu sais faire, ou non, tu ne sais pas faire. Si tu ne sais pas faire, ta scolarité future va être compliquée. Là, on matérialise un cheminement par le biais d'une compétence. Comment faire apparaître sur Évaltoise l'étayage apporté? Alors, pourquoi a-t-on besoin de faire apparaître un étayage? Je sais qu'en maternelle notamment, on indique sur les fiches sur les fiches de travail, fait avec aide ou pas. Et là, moi, je me suis toujours questionné, mais c'est quoi l'intérêt d'indiquer fait avec aide ou pas? Ça veut dire que s'il ne l'avait pas fait avec aide, il n'aurait pas réussi. Et là, ça renvoie peut-être à notre peur que l'enfant ne réussisse pas et que derrière le fait qu'il soit en échec sur un objectif, pas sur une compétence et pas sur sa scolarité, mais que sur un objectif, là, son besoin à lui, ça soit de comprendre, euh, parce qu'on ne veut pas, on veut éviter ce sentiment d'échec et donc la frustration qui va naître de cet échec. Eh bien, on préfère les aider pour qu'ils réussissent, pour qu'ils voient qu'ils ont réussi. Il me semble important quand même, et on le voit avec nos enfants, les générations d'enfants et même d'adultes, on voit vraiment des enfants qui ont des difficultés à gérer la frustration. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas toujours été en contact avec l'échec. Or, notre enjeu, il me semble, à l'école, et en tant qu'adulte et en tant que parent, mais c'est à l'école en tout cas, c'est de faire en sorte de multiplier un maximum de rencontres avec l'échec, mais à dose homéopathique, pour faire en sorte que l'enfant puisse être capable de gérer sa frustration d'un échec du moment et de se dire que l'échec du moment, il est naturel parce qu'il va forcément arriver et que c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est normal. Au départ, j'ai rouge. Ouais, mais ça veut dire que j'ai pas compris et que mon besoin à moi, c'est de comprendre. Et puis petit à petit, je vais me rendre compte dans mon évaltoise, là c'est orange. Rien que de passer du rouge au orange, c'est déjà un énorme progrès pour un enfant. Et les élèves en difficulté, euh, d'avoir du rouge au départ et puis d'avoir du orange, c'est un élément essentiel pour se rendre compte des progrès. Et puis, c'est pour ça que je fais écho à ce qui était évoqué tout à l'heure, de développer dans tous les domaines d'enseignement. Justement, l'enjeu, c'est de faire en sorte que des enfants qui ont des difficultés dans tel domaine et en maths sur telle ou telle compétence, le fait de développer dans un autre domaine d'enseignement évaltoise, il va se rendre compte que tiens, dans tel domaine, non, je suis pas nul à l'école. Dans tel domaine, j'ai du vert et j'ai du vert partout. Donc, vous voyez, c'est important de évaltoise en soi permet justement à l'enfant véritablement de faire miroir de son cheminement d'élève avec des progrès qui sont évidents. Il le voit tout de suite. Il n'y a même pas besoin, vous, d'être une médiation par rapport à ça. Il s'en rend compte.
très rapidement que, ouais, oui, il y a des endroits où c'est encore rouge, mais il y a des endroits où c'est devenu orange, et puis il y a des endroits où c'est vert et c'était déjà vert. Et puis, si ça devient orange alors que c'était vert, c'est pas grave parce que l'apprentissage, c'est un aller-retour permanent. Et quand est-ce qu'on va? L'enjeu, c'est pas que ça soit vert tout de suite et tout le temps, mais c'est qu'à terme de la fin du cycle déjà, il y ait un maximum de vert, mais c'est surtout qu'à terme, à la fin de la scolarité, du primaire, il y ait un maximum de vert. Voilà. Alors, bon, j'espère que je réponds à peu près à vos questions, hein. Que pensez-vous des ceintures étoiles de compétences? Alors, je crois que j'y avais répondu. Pouvez-vous être plus explicite sur les modalités et le temps dédié au renseignement des Valtoises par l'élève? Ben, très clairement, c'est ce rendez-vous.com que j'évoquais, mais ça, c'est vous qui décidez. Moi, j'avais décidé que ça se ferait une fois par semaine à l'élémentaire. Euh, et ça prend 10 minutes. Mais c'est important pour moi ce temps-là parce que c'est un temps où on s'arrête, on prend le temps. Dans toute notre semaine où on court après le temps, là, on prend le temps de s'arrêter et l'enfant, avec les documents, avec les éléments d'auto-évaluation que vous avez pu leur poser, il prend le temps de s'arrêter sur lui, de colorier. Donc, ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 10 minutes maximum, mais l'enjeu, c'est de prendre le temps, justement. Et c'est pour moi un temps véritablement d'apprentissage. C'est pas un temps de loisir occupationnel, non, c'est un vrai temps où on s'arrête sur soi et on fait le point sur son parcours d'apprentissage et de se dire, bon, ça me permet aussi d'identifier les besoins et ça me permet, moi en tant qu'élève, aussi déjà, petit à petit, de m'inscrire moi-même dans un parcours de talent en ayant identifié, bon, ben là, mon besoin à moi, il est là. Bon, ben tiens, je vais, sans que l'enseignant me le dise, je vais pouvoir aller m'inscrire la fois prochaine dans tel parcours de talent, parcours 1, parcours 2, parcours 3. On utilise les critères d'évaluation du LSU, soit A+, A, PA, R. Cela ne veut pas dire que l'on est d'accord avec, mais on respecte. Oui, oui, bah je répète, c'est pas une question d'être d'accord, pas d'accord avec quoi que ce soit. Je redis l'important, c'est revenons au sens premier des choses. L'évaluation, pourquoi je la fais? Et je répète, donner de la valeur au parcours et au cheminement des élèves d'abord. C'est vraiment l'enjeu. Donc, peu importe le code, que vous mettiez A+, un verre bouteille, un verre chewing-gum, un orange Casimir ou autre, une note, l'important c'est que ça puisse permettre à l'enfant de matérialiser son cheminement et qu'il se voit un moment réussir et progresser. Donc peu importe le code, tant qu'on a, je répète, l'intention et le sens derrière. Comment contacter ces groupes d'enseignants? Bah écoutez, je vous invite à me contacter moi et puis de mettre en lien. On a développé dans la circonscription ce qu'on a appelé un labo. Un labo où en fait on est dans une communion d'apprentissage avec des enseignants volontaires qui ont envie d'expérimenter. Et il y a un groupe justement qui travaille sur l'évaluation positive, donc qui expérimente en classe. Euh, on se filme aussi, on filme. Alors non pas, l'enjeu n'est pas de filmer pour faire une analyse de séance, mais plutôt pour être dans des propositions un peu comme les romans pédagogiques. On vous propose des choses avec les questionnements, les doutes, les cheminements, les progrès, euh, et puis vous prenez ce que vous avez envie de prendre, ce qui vous parle. Donc la lecture des vidéos, donc la vidéo n'est pas finalisée encore, mais ça ne va pas tarder. Donc n'hésitez pas à me contacter directement, et puis je vous enverrai les liens, je vous enverrai les liens avec les labos. Puis si vous avez aussi et surtout envie d'expérimenter euh, ces démarches d'évaluation des Valtoises ou autres dans vos classes ou vos écoles, mais alors moi je suis pleinement là pour et vous accompagner, vous conseiller, et pourquoi pas se mettre en lien avec mon ou ma collègue inspectrice si vous le souhaitez, ou les conseillers pédagogiques. Donc j'ai vraiment écrit ces romans comme des éléments d'expérience, hein. Moi, mon but, c'est d'expérimenter et de partager et de mettre en partage et en échange, en discussion avec vous, enseignants. Donc n'hésitez pas à vous me contacter, soit par le biais d'Achète, et puis
on voit ensemble comment on peut travailler ensemble. Mais surtout, n'hésitez pas. Hein, il n'y a rien qui me ferait plus plaisir, justement, que que vous me sollicitiez, parce que ça veut dire que vous avez envie d'oser expérimenter des choses. On peut considérer le LSU comme éval sommative. Oui, 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 complètement. Complètement. C'est l'enjeu de toute façon. Un LSU, ça avait été présenté comme matérialiser un progrès. C'est avant tout matérialiser euh, faire un bilan, donc une évaluation sommative. Pouvons-nous être accompagnés par des CPC? De votre circo, oui. Après, vous pouvez les solliciter et que eux-mêmes, qu'ils n'hésitent pas à me solliciter pour qu'on travaille ensemble, hein, avec grand plaisir. Hein. Euh, vous ne parlez jamais du travail en équipe à réaliser à minima par cycle. Ben justement, l'enjeu des Valtoises, c'est qu'on est dans une logique de cycle. Comme on raisonne compétences, et ce qui pour moi fait le lien au sein d'un cycle, c'est effectivement la compétence. Donc l'enjeu et le travail qui est mené dans les écoles, on est dans une logique d'école. Il y a quelques enseignants qui travaillent par souhait uniquement dans leur classe, mais très peu parce que Valtoise, on est dans une réflexion d'équipe et par cycle. Ce qui fait que Valtoise, chaque année, il est travaillé et il n'y a pas de. En fait, chaque année, quand le tableau est renseigné et les cases sont complètement renseignées, bah, les enseignants rajoutent une série de cases qu'ils collent à la suite, ce qui fait qu'on inscrit vraiment dans une démarche et une logique de cycle, à minima de cycle, et j'ai envie de dire dans une logique d'école tout court. Et l'expérience qui est menée, où on voit que dès la petite section, des enfants travaillent avec Évaltoise, vous assurez qu'arrivé en cycle 2 et puis alors en cycle 3, ils n'ont vraiment plus besoin de l'enseignant pour se rendre compte de leur réussite et de leur progrès. Ils renseignent eux-mêmes Évaltoise et avec naturel et évidence. Je vais vous inviter, je vais vous remercier d'une part, et puis bah, peut-être vous donner rendez-vous. Hein, je répète, n'hésitez pas à vous faire, à me contacter hein, pour si l'envie vous en prend. Et puis bah, j'espère aussi que dans l'ouvrage Il y a de l'éval sur la toise, vous aurez, parce qu'il y a des éléments très précis et complémentaires et qui matérialisent justement, qui apportent des réponses à toutes les questions que vous vous posez là. Parce que les questions que vous vous posez, effectivement, ce sont les questions que moi aussi je me suis posées pour écrire ce roman, à savoir non pas une méthode, mais tout un processus avec les réussites, les échecs, les doutes, les tâtonnements. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, une belle journée, la plus radieuse possible, et puis je vous dis à très très bientôt.